On y va. Allez. Merci. Merci à toutes et à tous d'être venus nombreux. On me dit qu'il y a pratiquement 1000 personnes dans cette salle ce soir. Merci à tous. Jusqu'à avant-hier, quand je me promenais en France et dans les rues de Paris, j'étais abordé de temps en temps. Ça s'était un petit peu précipité depuis quelques semaines, depuis que je suis candidat officiel à l'élection présidentielle et que j'ai commencé à avoir accès aux grands médias. Voici encore 4-5 jours à Paris, il y avait 1, 2 personnes, 3 personnes qui se retournaient sur moi dans la rue, venaient me voir. Voilà. Et puis il y a eu le débat avec les 11 candidats. Et maintenant, depuis qu'il y a eu le débat, eh bien j'avoue que c'est, pour parler familièrement, que c'est du délire. Vous avez pu noter d'ailleurs que, il me semble que ma présence a imposé la question européenne pendant une très grande partie du débat, mine de rien. 2, que lorsque je prenais la parole, on avait l'impression que, et les gens qui étaient avec moi derrière ont pu l'observer, on avait l'impression qu'ils étaient tous tétanisés, en se demandant ce que j'allais sortir. 3, que personne, aucun des autres candidats à l'élection présidentielle ne m'a contredit, en définitive. 4, que j'ai pu montrer devant les 6, 7, 8 millions de Français, je ne sais pas combien écoutaient cette émission, qu'en réalité, Madame Le Pen, Monsieur Dupont-Aignan, Monsieur Cheminade, Monsieur Hamon, Monsieur Mélenchon critiquent la construction européenne, mais proposent tous une renégociation des traités. Et donc, tout le monde a pu constater que j'étais en effet le seul candidat du Frexit. Alors justement, c'est ça que je vais vous présenter. On va commencer tout de suite notre soirée pour broder sur ce thème qui est maintenant bien ancré dans les esprits. J'ai eu beaucoup d'appels de médias qui m'ont dit, alors effectivement, vous vous êtes démarqué, vous apparaissez comme une singularité, oui, effectivement. Il y a certains qui ont voulu un petit peu... il fallait bien trouver quelque chose à critiquer. Voilà. Alors, comme il n'y a pas de casserole, comme ma femme n'est pas mon attaché parlementaire, comme je ne suis pas député européen, comme je suis en disponibilité pour convenance personnelle depuis maintenant plusieurs mois et donc je ne touche plus du tout d'argent et que je vis simplement d'un petit peu d'économie et d'un emprunt chichement mesuré que la banque m'a accordé,
Comme finalement je n'ai pas de scandale à la trousse, comme l'affaire de l'extrême droite a fait chou blanc depuis que j'ai expliqué que M. Henri de Lesquen m'avait traité d'ordure cosmopolite et apportait son soutien à François Fillon, depuis que maintenant je m'attendais à être traité de complotiste, ça aurait été assez rigolo parce que j'aurais dit écoutez, bienvenue au club, parce que je rappelle que M. Bayrou avait qualifié M. Fillon de complotiste 3 jours avant sur l'affaire du cabinet noir. Je rappelle que M. Mélenchon, en novembre 2016, avait incriminé 2 journalistes de, je crois, quel journal, peut-être Le Monde, comme étant membre de la CIA, il avait été traité de complotiste. Comme le secrétaire général d'En Marche, M. Richard Ferrand, avait publié vers le 15 janvier une tribune à la une du Monde pour expliquer que c'est Poutine qui manage et qui gère et qui manipule l'élection présidentielle en France. Finalement, même ça, cette incrimination-là est tombée, on n'ose plus me le dire. Alors, ils savent bien, ils se demandent ce qu'ils peuvent encore dire. Ils ont trouvé 2 choses. La première, c'est que, il paraît-il que j'ai cité beaucoup d'articles des traités de la Constitution. Alors, il y en a qui ont brocardé. Écoutez, finalement, je préfère que l'on brocarde le fait que je connaisse mes dossiers plutôt que je connaisse des prétoires de la justice. Et puis, de vous à moi, il s'agit d'élire le président de la République. On va quand même pas reprocher au président de la République de connaître la Constitution, puisque c'est son devoir. L'article 5, le président de la République veille au respect de la Constitution. On va pas reprocher au président de la République de connaître parfaitement les traités européens qui ont ligoté les Français, qui ont détruit la démocratie en France, quand même. En réalité, ces critiques, finalement, sont des critiques que j'accueille avec plaisir. Oui, je suis heureux d'apparaître comme celui qui connaît la Constitution et les traités européens. Et vous avec moi, d'ailleurs. Et puis, comme ils ne savent plus quoi faire, ils ont trouvé la dernière solution. Les sondages. Et alors, il paraît que je réalise et que vous êtes, nous sommes, figurez-vous, 0,0%. Voilà. Alors ça pose un petit problème quand même, parce que dès qu'on va sur Internet, il y a d'ailleurs en ce moment un sondage qui a été lancé par la Dépêche du Midi, le Midi Libre, vous l'avez peut-être vu, il y a quand même 10 000 votants, et ce sont des journaux, le Petit Bleu d'Agen, le Midi Libre, la Dépêche, ils ont fait un pool, vous avez peut-être vu ce sondage, ils ont fait un pool. Pour avoir un sondage, vous ne pouvez voter qu'une seule fois. Tout ça a été extrêmement verrouillé. Et c'est pas des journaux qui me sont spécialement favorables. C'est moins qu'on puisse dire. Allez voir le sondage. Il y a 10 000 votants. Figurez-vous que je suis en tête. On va gagner. Donc, ne vous laissez surtout pas intimider par les sondages. C'est une guerre psychologique. Tout le monde, en sortant de ce débat, y compris les participants, tout le monde convenait qu'à l'évidence, parmi les 5 prétendus grands candidats, il y en avait quand même 4 sur les 5 qui avaient fait, finalement, pâle figure. Alors quand on est sorti là, on avait à peine fini, on commence à sortir du plateau, ça y est, il y avait déjà le sondage BFM qui disait que c'était M. Macron qui avait gagné le débat. Ne vous laissez pas impressionner, continuons à creuser notre chemin. Moi, le vrai sondage, c'est vous, et c'est tout ce que j'ai pu observer depuis maintenant que je vais en province. C'est le formidable accueil que je reçois du peuple français. Allez, on va commencer. J'ai beaucoup de choses à vous dire, pour vous dire que si vous votez pour moi, vous allez faire un choix historique. Vous allez faire le bon choix. On va regarder cette petite vidéo pour commencer.
Il s'agit évidemment pour nous de reconstruire un projet européen. Moi j'espère qu'on construira bien sûr notre Europe à nous. La construction d'un nouveau grand compromis européen, d'un New Deal européen que j'appelle de mes vœux. Moi je défendrai un projet européen renouvelé. Nous on est pour l'Europe, nous c'est construire une... C'est pour ça que je refuse cette Europe-là et que je pense que l'Europe est à rebâtir. Le point de départ et le point d'arrivée d'un nouveau projet européen, c'est la convergence sociale. D'abord, je n'organise pas de Frexit. Moi, je vais fonctionner en type Europe des nations. Mon objectif, si je suis élu, c'est d'engager une négociation avec l'Union européenne. Donc un Frexit? Non. Pas du tout. Ça voudrait dire la destruction de l'Europe. La renégociation. Et c'est la raison pour laquelle je propose, à la différence de tous les autres candidats qui tiennent des propos critiques sur l'Europe, c'est exact. Mais eux, ils proposent toujours de renégocier les traités, une autre Europe, ils ont tous ça à la bouche. Moi, j'explique qu'on ne peut pas avoir une autre Europe, parce que pour changer les traités, il faut l'unanimité des États membres. Or, nous n'aurons jamais l'unanimité des gouvernements et encore moins des peuples pour remettre en cause des compromis qui ont 60 ans d'âge, et on voudrait remettre en cause ces compromis au seul bénéfice de la France. Donc je dis que ce qu'il faut faire, eh bien, c'est sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Alors évidemment, vous savez que cette idée neuve que j'ai lancée il y a 10 ans, on ne peut pas dire que je suis quelqu'un d'opportuniste, puisque ça fait 10 ans que je le dis. 10 ans que je dis qu'il faut que la France sorte de l'Union européenne. Et je l'ai dit à temps et à contre-temps. Je l'ai dit, comme on dit dans les Saintes Écritures, vox clamans in deserto, à voix clairement dans le désert. Ça fait 10 ans que je le dis, eh bien j'avais raison. C'est-à-dire que tous les événements montrent que c'est effectivement la bonne solution. Mais je sais bien quand même qu'il y a beaucoup encore de Français qui hésitent, certains beaucoup sont tentés, mais ils se disent c'est pas possible, ça va être catastrophique, ça va être l'apocalypse, ça va être un formidable retour en arrière. Alors moi, aujourd'hui, je voudrais être avec vous pour vous rassurer. D'ailleurs, il y a parmi vous peut-être certainement d'ailleurs des observateurs, des gens qui ne connaissent pas l'Union populaire républicaine et qui ne connaissent pas forcément encore mon programme et qui viennent à titre d'observation. Eh bien, je voudrais à vous tous donner un certain nombre d'éléments d'appréciation pour répondre aux objections traditionnelles et puis vous montrer aussi pourquoi je vous propose de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. C'est pas une fantaisie, c'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est qu'il y a des véritables raisons. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, est-ce que c'est plonger la France dans l'apocalypse? Alors on va regarder un certain nombre de ces objections rituelles que l'on nous fournit, et puis on va essayer d'y répondre tous ensemble. Si l'on quitte l'Union européenne, la France s'isolera-t-elle du reste du monde? C'était encore ce qu'a sorti, je crois, lors de ce débat, M. Macron, qui avait une idée géniale. Il a dit « vous allez isoler la France du reste du monde ». Ça devait faire la 25 312e fois que j'entendais cet argument. Non, la France ne va pas s'isoler du reste du monde. Évidemment que non. Pourquoi? La Suisse, la Norvège, l'Islande ne sont ni dans l'Union européenne ni dans l'euro. Ce sont pourtant les pays les plus prospères d'Europe. C'est pas moi qui le dis, c'est l'indice de développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement, et ce sont des pays très ouverts sur le monde. La Suisse est même le pays du monde qui accueille le plus de conférences internationales. D'ailleurs, l'autre jour, j'étais au MEDEF où on me disait « mais vous allez isoler la France du reste du monde, on ne va plus pouvoir exporter ». Ah bon? Est-ce qu'on n'achète plus de chocolat à la Suisse? Est-ce qu'on n'achète plus de produits Nestlé, de tout l'agroalimentaire suisse? Est-ce que la Suisse n'est pas un grand pays exportateur de produits industriels, de chimie, d'horlogerie, etc. C'est un très grand pays qui importe et exporte, bien entendu. Donc j'ai fait valoir qu'une fois sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, la France restera liée aux autres pays de la planète par 6650 traités bilatéraux ou multilatéraux. 6650 traités.
Je l'ai dit l'autre jour sur Europe 1, les journalistes découvraient l'Amérique. Ils disaient « Ah oui, tiens, est-ce que c'est bien vrai ?» Alors il y a une journaliste qui était là, qui l'après-midi même a téléphoné au Quai d'Orsay, direction des affaires juridiques. Combien y a-t-il de traités qui relient la France au reste du monde? Et puis le lendemain, elle a fait une chronique. Vrai ou faux, parce que je subis le fact-checking. Je suis tout à fait d'accord pour subir le fact-checking, mais il faudrait aussi que tous les autres subissent le fact-checking. Mais il est vrai que certains, leur programme ressemble surtout à un sèche-cheveux. Ça brasse de l'air chaud et ça fait tout. C'est tout ce que ça fait. Eh bien, la journaliste a dit le lendemain sur Europe 1, alors voilà, j'ai vérifié, mais en fait, M. Asselineau a dit qu'il y avait 6653 traités. En fait, non, il y en a 6642. Mais elle a dit, globalement, il a quand même raison. Voilà. Alors ça veut dire également que la France conservera intégralement ses 165 ambassades à l'étranger et ses 145 consulats. Si nous sortons de l'Union européenne, pourquoi fermerions-nous notre ambassade au Brésil? Pourquoi fermerions-nous notre ambassade à Berlin? Pourquoi fermerions-nous notre ambassade à Washington, à Moscou, à Tokyo? Il n'y a absolument aucune raison. Nous garderons donc le deuxième réseau diplomatique du monde après celui des États-Unis, alors que si nous restons dans l'Union européenne, ce qui nous pend au nez de plus en plus, parce que c'est une politique actuellement menée, c'est de fermer les ambassades progressivement pour avoir des ambassades de l'Union européenne que nous partagerons avec nos amis slovaques, finlandais, maltais, slovènes, irlandais, portugais, et allemands et luxembourgeois. C'est de ça qu'il s'agit. Donc en réalité, c'est sortir de l'Union européenne qui nous permet de garantir notre présence internationale. D'ailleurs, la France restera membre de toutes les grandes organisations internationales une fois que nous serons sortis de l'Union européenne. Pourquoi veut-on faire croire aux Français que l'Union européenne serait la seule relation que nous aurions avec le reste du monde? La France restera membre de l'Organisation des Nations Unies, notamment membre permanent du Conseil de sécurité, que nous risquons justement de perdre si nous restons dans l'Union européenne, puisque des projets réguliers nous disent qu'il faut qu'on cède ce siège permanent pour le donner à l'Union européenne. Nous resterons membres de l'Organisation mondiale du commerce, du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de l'Organisation mondiale de la santé. Nous resterons membres de l'Organisation internationale des télécommunications. Nous resterons membres de l'UNESCO. Nous resterons membres de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Nous resterons membres de l'Organisation alimentaire mondiale, nous resterons membres d'Interpol, de l'Organisation maritime mondiale, de l'Union internationale des télécommunications, de l'Organisation mondiale de la propriété industrielle, de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Nous resterons membres du traité de l'Antarctique, du traité de l'espace extra-atmosphérique. Nous resterons membres de la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer. Nous resterons membres de la Convention cadre sur les changements climatiques. Je m'arrête ici parce que sinon j'en aurais toute la nuit à vous le dire. Donc non, sortir la France de l'Union européenne, ça n'est pas du tout l'isoler du reste du monde, c'est au contraire la rouvrir sur le monde. Alors on me dit, oui, mais si l'on quitte l'Union européenne, nos agriculteurs vont perdre les subventions européennes. Ah bon? Oui, mais on me l'a dit encore l'autre fois à la FNSEA. La présidente de la FNSEA avait fait un discours pour expliquer que, heureusement que l'Europe était là pour verser 9,1 milliards d'euros aux agriculteurs. Et quand j'ai pris la parole pour, comme je le fais précisément, techniquement toujours, c'est quand même le devoir d'un chef de l'État, de faire perdre aux gens leur naïveté, d'éveiller les consciences, qu'ils regardent ce qui se passe. J'ai expliqué ce qui se passait, et puis effectivement, j'ai quand même été applaudi à la FNSEA, faut quand même le faire quand on propose de sortir de l'Europe. Et pourquoi j'ai été applaudi? Parce que j'ai rappelé qu'en réalité, la France verse chaque année 23 milliards d'euros à l'Union européenne et qu'elle en reçoit 14. Et parmi les 14 milliards d'euros que nous recevons, il y a en effet 9,1 milliards d'euros qui servent aux agriculteurs, auxquels on donne donc de l'argent avec le beau drapeau bleu aux étoiles d'or et on leur dit « voilà, merci l'Europe ». Mais c'est quand même une arnaque incroyable puisque c'est notre argent. C'est notre argent qui part à Bruxelles et qui revient et puis on nous en a piqué un tiers, c'est-à-dire 9 milliards d'euros. Donc en fait, les subventions européennes ne sont pas des subventions européennes, ce sont des subventions françaises, payées par le contribuable français, y compris d'ailleurs
par les agriculteurs eux-mêmes, dont une partie seulement nous est rétrocédée. Non seulement les agriculteurs ne touchent donc aucune vraie subvention européenne, parce que l'Europe elle ne produit rien. Les fonctionnaires de l'Union qui sont dans les 7800 ou 8000 fonctionnaires qui sont dans les 75 gratte-ciel de Bruxelles ne produisent que des papiers et de la norme, ils ne produisent pas de valeur ajoutée. Mais ce sont même les agriculteurs français qui subventionnent actuellement leurs concurrents d'Europe de l'Est. Il faut y mettre un terme à ça. On paye les gens qui nous détruisent. Donc, une fois sortis de l'Union européenne, nous pourrons non seulement continuer à verser les mêmes subventions à nos agriculteurs, mais cette fois-ci, il y aura le drapeau de la République, bleu, blanc, rouge. Et nous pourrons aussi les augmenter parce que nous disposerons de 9 milliards d'euros de plus par an. Allez, on y va. Allez.